Majda Roubèche. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes major de votre promotion à l'École nationale de commerce et de gestion de Stat, le NCG. Effectivement. En finance, c'est En bien ça finance, oui. Et que vous êtes secrétaire général de l'association TISI. Exactement. Et aujourd'hui, on va débattre de vous, Majda Roubèche, de celle qui fait partie, depuis lundi dernier, du cercle très réduit des étudiants les plus brillants du pays, en tout cas qui ont été reconnus comme tels par le chef de l'État. Ensuite, on va parler d'école, système éducatif et de la capacité de l'école à produire du savoir et fabriquer, entre guillemets, des citoyens éclairés qui sont nécessaires pour le développement du territoire et du pays. Et ensuite, on finira par la jeunesse. Parce que vous êtes jeune, je ne rappellerai pas votre âge, si je peux le dire. Si, il n'y a 23 pas de ans. souci. Exactement. Voilà. Et on parlera de la jeunesse, qui est aussi toujours partagée, depuis la nuit des temps d'ailleurs, par l'espoir, les espoirs et les doutes. La désillusion aussi. La désillusion aussi. Désillusion, entre illusion et désillusion, ça vous va? Ça me va. Voilà. Mais on va commencer, Majda Roubèche, par vous. Parce que lundi dernier, c'est-à-dire il y a 8 jours, jour pour jour, vous étiez dans un autre environnement, dans une autre galaxie, dans un autre cadre, c'est ça? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous retenez de cette journée qui, peut-être, est inoubliable pour vous? Ou le restaurant, en tout cas? Oui, c'est forcément une journée inoubliable. Je pense que j'ai eu énormément de chance et je ressens une fierté, vraiment une immense fierté d'avoir pu accéder d'abord au Palais Royal de Rabat, ensuite d'avoir pu rencontrer Sa Majesté le Roi. C'était inattendu. Je ne m'attendais pas du tout à avoir cette chance. On m'a appelé 2 jours avant pour pouvoir me prévenir de la cérémonie qui allait se passer le lundi après-midi. J'étais très très excitée, très très fière de pouvoir y aller, mais aussi avec beaucoup d'appréhension. C'est quoi? Vous étiez au téléphone, vous disiez que c'est... En fait, j'ai appelé. Je pense que la première personne que j'ai appelée, c'est mon patron, qui est très très proche de ses équipes, d'ailleurs que je salue, c'est Ali. Je l'ai appelé pour lui dire, écoute, voilà ce qui s'est passé, c'est incroyable. On m'a appelé du palais, je vais rencontrer Sa Majesté. C'est-à-dire que vous avez appelé votre supérieur hiérarchique, votre patron? Oui. Parce que je rappelle que vous êtes aujourd'hui, vous avez réussi à trouver un emploi très rapidement. Effectivement. Et vous nous en parlerez d'ailleurs tout à l'heure. Donc, et non pas vos parents, par exemple? En fait, votre maman, votre frère et sœur? J'étais surexcitée. Mes parents, en fait, on avait reçu un avertissement 2 semaines avant pour voir si j'allais être présélectionnée pour pouvoir aller rencontrer Sa Majesté. Et puis, une fois que j'ai eu la nouvelle, le premier réflexe, j'appelle Ali et je lui dis, écoute, c'est incroyable, je vais peut-être rencontrer le roi lundi. Voilà. Et vis-à-vis de vos parents, le cercle familial, comment ça s'est... Ils étaient très 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 heureux de pouvoir savoir ça. Ma mère en particulier était vraiment vraiment heureuse. Je pense que la monarchie en général et Sa Majesté a toujours représenté un symbole très fort du Maroc pour elle, ce qui fait qu'elle était très excitée de pouvoir voir sa fille, rencontrer Sa Majesté et puis accéder au Palais Royal. J'y crois, mais c'est un truc de fou. Exactement, j'y crois pas tellement. Je vois d'abord est-ce que ça va réellement se passer. Maman m'en disait d'abord vas-y, prends des photos et on verra plus tard. Prendre des photos souvenirs, vous avez, c'était l'excitation générale pour vous? Exact, le jour même c'était vraiment l'excitation. Et vous, à titre perso, comment vous l'avez vécu psychologiquement, intérieurement? Sincèrement, le jour même, j'y croyais pas trop, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de recul vis-à-vis de ça. J'attendais d'abord d'y aller, de voir un peu comment ça allait se passer, et même le lundi en question, c'est-à-dire qu'avant d'y aller, 30 minutes avant d'y aller, je me disais, j'y croyais pas tellement. C'est après, et peut-être à froid, que j'ai ressenti toute l'excitation, tout le stress qu'on pourrait ressentir avant. Il y a eu le pic au départ chez vous Au moment d'y aller. Au moment d'y aller, il y a eu un stress, de l'adrénaline, et puis à froid aussi, il y a eu un certain soulagement et beaucoup de fierté. Et le jour J, c'était donc lundi dernier, comment vous avez vécu? C'était lundi après-midi? C'était lundi après-midi, effectivement, on s'est réveillé très tôt. Un moment fort aussi pour le pays, parce que c'était le lancement officiel des réformes. Des réformes concernant le système éducatif. Effectivement. Donc de figurer dans ce panel d'invités, mais pas d'invités tout court, c'est d'invités aussi parce que vous n'étiez pas là par hasard. C'est au travers, ce qui a été reconnu, c'est l'excellence de votre parcours universitaire et académique. Donc de se retrouver là, est-ce que c'est une double satisfaction, double joie, quoi? Effectivement, moi je pense que d'abord j'aimerais souligner un point, c'est qu'en nous nommant ou en nous primant ou en nous félicitant nous, c'est pas le fait de féliciter X ou Y ou Majda ou une autre. Moi je pense qu'on a d'abord véhiculé un message très fort, c'est la valeur travail, l'importance de la valeur travail, la mise en emphase de cette valeur-ci, et puis que l'excellence est toujours payée à la fin. Et je pense que voilà, j'ai ressenti énormément de fierté de figurer parmi cette liste de personnes qui ont excellé académiquement ou même professionnellement, parce qu'il y avait des professeurs avec nous.
Et voilà, donc j'ai ressenti beaucoup de fierté et énormément de chance Pour vous, d'être là. c'est important cette reconnaissance aussi faite au plus haut sommet de l'État sur la valeur travail, la valeur effort, la valeur récompense et la valeur reconnaissance? Moi, je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, au Maroc, on pense vraiment que seules des élites peuvent accéder à certains postes de pouvoir ou peuvent accéder au pouvoir tout court ou à rencontrer Sa Majesté. Aujourd'hui, non, on a vu ça. Et avec moi, il y avait des étudiants de Marrakech, du Sud, du Nord, de l'Est, qui ont été félicités par Sa Majesté. Et je pense que c'est un message très fort qui a été véhiculé. Et juste une anecdote particulière qui vous a marqué éventuellement? Le jour Durant l'après-midi Franchement, l'anecdote principale, c'était de rencontrer les membres du gouvernement, enfin, qu'ils soient juste à côté de nous, tous les membres du gouvernement, les grandes têtes de ce pays. Moi, je pense que c'était impressionnant, mais en même temps, il y avait une certaine proximité avec eux, donc c'était fascinant de vivre ça. Une proximité physique? Effectivement. Et peut-être un autre point que j'ai pu relever, c'est la proximité de Sa Majesté. Je veux dire qu'il est très proche de son peuple. Il nous a parlé d'une manière très modeste, très humble. C'est-à-dire que je ne sentais pas réellement, je sentais que c'était réellement une personne très proche de son peuple. Il y avait aussi la présence du prince héritier. Effectivement. Voilà, et de la princesse. Et de la princesse, là aussi, c'est parce que vous êtes retrouvés vraiment dans un cadre où la famille, j'ai envie de dire, était réunie, quoi. Donc est-ce que ça aussi, c'est quelque chose de fort? Oui, c'était très beau de voir la famille réunie. On a beaucoup apprécié. Avec les enfants, dans le cadre de la réforme de l'école, du système éducatif. Donc, effectivement, il y avait peut-être un aspect relève dans la chose, et je pense que ces enfants étaient aussi là pour nous dire cette réforme nous concerne nous plus tard. Donc voilà, c'était impressionnant. Donc pour vous, tout était impressionnant, tout était... Bien sûr. Mais vous avez l'air de l'avoir géré, ça, sans pression particulière, ça n'a pas l'air de vous... Écoutez, je pense qu'il faut savoir gérer ça sans pression particulière, mais la fierté n'en est pas moindre. Je veux dire, on était très fiers d'être là-bas, mais il fallait quand même se retenir et se contenir, parce que c'est des moments très émouvants, et je les ai vécus avec beaucoup de pudeur. C'est-à-dire que... Ouais, c'est ce que je vois, et puis encore aujourd'hui, avec 8 jours après, c'est... Voilà. Je ressens énormément de fierté, mais je reste j'aime bien me contenir dans des moments pareils, parce que c'est des moments où j'ai ressenti énormément de pudeur, énormément d'humilité. C'est-à-dire que ce n'était pas réellement dans le faste, etc. J'étais plus vraiment dans la fierté et dans l'émotion. Quand j'ai l'émotion contenue, quoi, maîtrisée. L'émotion contenue, bien entendu. Est-ce que c'est votre caractère, ça, de maîtriser vos émotions? J'espère. Je sais pas, je vous pose la question. J'espère que ça l'est. Moi, je sais pas, à 23 ans, je ne gérais pas forcément aussi bien mes émotions que vous. Mais je pense que ce n'est pas rien de rencontrer le plus haut sommet du pouvoir et au Maroc. Donc je pense que... Au Maroc ou ailleurs, vous savez, c'est pas... Au Maroc ou ailleurs, effectivement. Donc je pense que là-bas, il devait y avoir cette émotion un peu contenue et puis ce respect. Moi, je trouve que c'est très important de respecter aussi, de respecter l'endroit, de respecter la personne qui nous reçoit. Je veux dire que ce n'est pas rien et il faut garder ce respect et cette hauteur. Très bien, on va parler encore un petit peu de vous, sur le fait que vous soyez retrouvés là, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire au Palais Royal la semaine dernière, à Rabat, pas le fruit du hasard, c'est parce que vous avez eu un parcours académique excellent. Voilà, donc ce parcours académique, il se traduit par quoi, Majda? Au-delà d'avoir fait des études supérieures et poussées en finance, mais si je vous dis par exemple, vous êtes issu d'un milieu social plutôt moyen, plutôt favorisé. Voilà, je suis issu de la classe moyenne. De la classe moyenne. Avec un papa qui travaillait, avec une maman. Effectivement, un papa qui travaillait, une maman à l'écoute de ses enfants, toujours là pour nous soutenir. C'est-à-dire qu'elle était à la maison, mais pour moi, c'est le meilleur des travails. C'est-à-dire qu'elle était toujours là, derrière nous, à nous soutenir, à nous pousser vers l'avant. Et soit papa, soit maman, ils étaient toujours là à exiger l'excellence. Ça veut dire que ce n'était pas une option. C'est-à-dire clairement, vous êtes en train de me dire que pour vos parents, l'école, c'était primordial. C'est quelque chose d'essentiel, c'était central. Oui, voilà. Oui, c'était un pilier central de la maison. Je veux dire que recevoir le carnet de correspondance, c'était un moment très important. Exactement, c'était un moment très important du mois qu'on attendait avec impatience. Je veux dire que non. Les parents qui suivaient votre scolarité, vos notes, l'appréciation des professeurs. Bien sûr, bien entendu. Mais toujours avec soutien. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là à nous mettre la pression, mais c'était vraiment dans la compréhension et dans l'explication du fait que l'école soit le catalyseur des talents et que grâce à l'école, on pourrait accéder plus tard à des postes très importants. Moi, je me rappelle que maman me disait toujours, prenez les exemples de grandes femmes au Maroc. Elle me disait toujours, écoute, elle a fait de grandes études, tu dois être pareil, tu dois faire pareil, et puis demain ou après-demain, tu seras à sa place. Donc l'école centrale dans la famille Roubèche. L'école centrale. Vous et frères, vous avez des frères et sœurs également? J'ai un petit frère, oui, effectivement, oui, qui fait des études en classe préparatoire.
Et donc là, du coup, aujourd'hui, vous faites un peu le relais de ce que vous avez vécu aussi en termes de conseils de la part de vos parents. Écoutez, il jouit d'une grande maturité académique et je pense qu'il n'a pas réellement besoin de mes conseils parce qu'il fait mieux que moi et je le soutiens énormément dans ce qu'il fait et je sais qu'il arrivera à réaliser ses rêves plus tard. Et lui, quand il a su que vous étiez lundi il dernier, était très très fier. Ouais. Il était très très fier de moi. D'ailleurs, dans la famille, mon petit frère et moi, on n'est pas très expressifs, mais j'ai remarqué qu'il était très très fier de moi, qu'il me soutenait et ça m'a fait chaud au cœur. D'accord. Et donc, sur votre parcours scolaire et universitaire? Moi, j'ai fait mes études dans une école privée, Oui. une école marocaine bilingue privée. Bilingue. C'était quoi, l'arabe classique et Arabe. français? Arabe et français, effectivement. Pas darija? Non, pas de darija. Vous relevez la polémique. Non, pas de Non, darija. pas du tout. Peut-être qu'on l'abordera d'ailleurs tout à l'heure, mais bon, Oui, c'est pour oui. savoir, pour être Avec plaisir. C'est important. Non, écoutez, j'ai étudié dans un lycée, d'ailleurs le lycée Romandie, juste à mon bac. Et puis pour mon bac, j'ai choisi la filière sciences mathématiques option P. Pour ensuite faire des études en sciences d'ingénieur. In fine, je me suis retrouvée dans des études de gestion. Et puis ce changement aussi d'orientation m'a motivée et a fait que je voulais encore plus faire ce que je fais aujourd'hui. D'accord, donc vous avez un parcours, un petit peu, vous avez commencé par une école privée marocaine. Et ensuite toutes vos études supérieures, tout votre parcours universitaire dans le public. Effectivement, 5 ans dans l'école publique, l'NCG Stat. Voilà, et l'NCG Stat est simplement, et donc école de référence? Oui. Enseignement exemplaire, parce que Effectivement. Très souvent, en fait, on a des voix comme ça qui s'élèvent pour critiquer le système éducatif public, à tort ou à raison, hein, y compris universitaire. Donc, est-ce que vous, au contraire, vous avez un autre message à faire passer ou... Non, par rapport à l'enseignement supérieur, moi je trouve que c'est mitigé parce qu'il y a des écoles telles que le NCG Stat, telles que l'ISCAE, l'ENA, l'EMI, il y a de grandes écoles marocaines qui, eux, représentent des îlots d'excellence. Aujourd'hui, ces îlots d'excellence doivent être généralisés aux facultés, aux universités, à toutes les autres écoles marocaines pour pouvoir donner la même qualité. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque pays est tributaire de la performance de son système d'éducation et d'enseignement. Et je pense qu'aujourd'hui, ce niveau est disparate. Il y a des écoles qui représentent des îlots d'excellence tels que le NCG Stat, et il y en a d'autres qui sont toujours à la traîne et qui ont besoin de soutien pour pouvoir... Et c'est quoi la différence selon vous entre les deux, entre ces îlots d'excellence, reconnus d'ailleurs, et de l'autre côté des écoles et des universités qui ont du mal? Mais écoutez, aujourd'hui, les grandes écoles sont concentrées sur Casablanca et ses régions, et puis Rabat. Je pense qu'il faudrait plus déconcentrer tout ça. Exactement, déconcentrer tout ça, s'intéresser à toutes les régions, et puis donner plus de moyens à toutes les écoles et universités pour pouvoir aller de l'avant. C'est un petit peu le sens aussi de la réforme, et puis de la déconcentration, de la décentralisation aussi. Ça fait partie des réformes. Donc c'est quelque chose qui va être mis en place. Mais je l'espère. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui a été annoncé. Mais pour vous, lorsque vous entendez des discours, surtout encore cette rentrée-là, l'école publique, c'est une usine à chômeurs, ça sert à rien. Je peux comprendre, je peux comprendre toutes les personnes qui disent ça. Moi, je vous ai parlé de ces personnes-ci qui sont lauréats des ENCG ou lauréats des ISCAE. C'est des parcours d'exception. Aujourd'hui, un lauréat d'une école publique marocaine ne va pas vivre forcément ce que va vivre un lauréat de l'ENCG Stat ou de l'ISCAE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore généralisé. La qualité de l'enseignement n'est pas généralisée. Et je peux comprendre le désarroi et la désillusion de plein de lauréats qui sortent sur le marché du travail et qui n'ont pas d'emploi. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage entre le marché de l'emploi et ce que nous offre l'enseignement. C'est ce qui était relevé dans la réforme. Exactement. Mais l'ENCG de Stat, ce n'est pas le cas ? Parce que vous êtes un pur produit de l'ENCG de Stat, je rappelle. Je suis un pur produit de l'école. Et vous êtes sorti de l'école, vous n'avez pas eu de mal à trouver un emploi? Non, je n'ai pas eu de mal. Ça a été rapide? Non, effectivement, j'ai réalisé mon stage à BMC Capital Conseil, un stage de fin d'études d'une durée de 6 mois, et suite à ça, j'ai été recrutée directement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le NCG de Stat a fait le job et est en capacité de bien former des... Mais aujourd'hui, le NCG de Stat a fait le job, mais il faut aussi mettre l'accent sur le fait qu'un étudiant lambda doit aussi s'aider lui-même. Je veux dire par là, être autodidacte, être dans l'apprentissage personnel et toujours rechercher... De la vie, l'apprentissage de la vie, la culture générale, c'est quoi? Ça, je pense... Par rapport à l'apprentissage de la vie, ça, je pense que l'école fait très bien son travail. On a 15 associations au sein de l'école qui nous apprennent la vie de tous les jours, qui nous apprennent à gérer opérationnellement ce qu'on apprend théoriquement à l'école. Donc ce lien dynamique entre théorie et pratique. Exactement, ce lien dynamique nous a énormément servi et je pense que mes camarades de promotion peuvent en témoigner. Je veux dire que l'intégration est très rapide sur le marché du travail dans notre école parce qu'on a vécu un peu ce dédoublement entre la vie active et la vie académique. Donc comme quoi on peut être passé par l'université publique
Et puis pour trouver un emploi assez rapidement. Aujourd'hui, les grandes écoles marocaines, je parle bien des grandes écoles marocaines, renforcent l'employabilité de leurs lauréats. Mais je le répète, ce n'est pas généralisé sur les facultés, les universités et d'autres écoles secondaires ici au Maroc. C'est-à-dire que la qualité d'enseignement et la performance de l'enseignement doit être généralisée à toutes les écoles, en mettant les moyens pour pouvoir faire cela. Mais vous, il y avait aussi ce système aussi qui marche pas trop mal d'ailleurs à travers le monde, ce système d'alternance, c'est-à-dire rapprocher aussi le monde économique et les entreprises à l'école et au système éducatif. Est-ce que c'était le cas aussi à la UNCG? Non, on Ce n'a qui pas a de permis système. en fait de créer un pont. On n'a pas de système d'alternance, qui est malheureux d'ailleurs, parce qu'en Oui. quatrième année, je me souviens, j'ai travaillé en parallèle de mes études, mais c'était un travail que je gérais avec mon emploi du temps. C'est-à-dire que j'aurais aimé avoir un système d'alternance pour pouvoir travailler tout en le disant à mes enseignants, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Peut-être que demain, grâce à d'autres réformes, ça sera le cas, mais ce n'est pas le cas dans le système marocain. On n'a pas d'alternance. Par contre, on a des stages chaque fin d'année qui nous permettent d'aller à la rencontre du monde de l'entreprise et puis un peu d'acquérir les réflexes du monde de l'entreprise. 1 mois la première année, 2, 3, jusqu'à 6 mois lors de notre dernière année. Et au niveau de votre promotion, parce que je rappelle, vous avez été major de votre promotion l'an dernier, hein, c'était encore tout frais, tout frais, récent. oui, Voilà. quelques mois. Est-ce que le taux de réussite, entre guillemets, en termes de débouchés et d'emploi, a été élevé? C'est-à-dire, je ne sais pas pour cette année, parce que je Oui. pense que les taux ne sont pas encore sortis, mais je sais que chaque année, plus de 90% de nos lauréats sont insérés sur le marché du travail. Maintenant, c'est un très bon score. Maintenant, je pense encore une fois qu'il y a un certain décalage entre l'offre de notre enseignement supérieur avec la demande réelle du marché de l'emploi et qu'il faudra peut-être adapter l'offre de l'enseignement supérieur aux nouveaux chantiers du Maroc. Il y a de nouveaux chantiers économiques qui s'ouvrent et peut-être qu'on devrait... c'est-à-dire faire ce rapprochement. Le chef de l'État n'avait parlé à nous dernier entre donc, éducation, formation, emploi. Mais je pense qu'il y a même des écoles qui suivent cette tendance. Et je rappelle qu'il y a des écoles maintenant qui ouvrent dans l'aéronautique ou dans d'autres métiers, des chantiers qui aujourd'hui sont les chantiers économiques de demain. Où il y a de vrais besoins, parce qu'en même temps, il y a plus d'un jeune sur 4 qui est au chômage. Vous êtes les jeunes, c'est-à-dire que vous, entre guillemets, Majda, vous êtes la population la plus exposée au chômage. Oui. Et où on est, je crois, dans la région d'ailleurs, on a un des taux les plus élevés. C'est malheureux. De chômage et puis de chômage des jeunes. Donc, pour vous, la relance de la réforme est bienvenue. Et puis, il faut accélérer maintenant le processus de rapprochement entre éducation, formation, emploi. Moi, j'aimerais souligner un point. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais major de promo. Il faut savoir que lors de mon parcours académique ou même professionnel, j'ai rencontré des jeunes talentueux, des jeunes qui ne demandent qu'à donner, qui demandent les moyens d'émerger et qui ont énormément de talent et de potentiel à exploiter. Je veux dire par là que je ne suis pas la seule. Aujourd'hui, j'ai été sélectionnée pour rencontrer Sa Majesté, ce qui fut un honneur, mais je ne suis pas la seule à représenter cette valeur travail, cette valeur détermination, ces ambitions. Et je pense qu'on est nombreux à demander réellement qu'on puisse catalyser un peu nos talents et nos potentiels. Et pour moi, c'est pas forcément le... Parce que c'est intéressant ce que vous dites. Majda, vous avez 23 ans, je le rappelle. Quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que le monde de l'entreprise, la réalité économique doit évoluer, il doit y avoir quelque chose une espèce de déclic, électrochoc qui doit se passer ici et là, ou dans la tête des étudiants, ou dans la tête des chefs d'entreprise, c'est quoi? Non, en fait, moi je pense qu'aujourd'hui les entreprises s'ouvrent de plus en plus vers les jeunes, mais il faut encore une fois donner la chance aux plus jeunes. C'est-à-dire que parfois j'entends souvent mes camarades qui disent oui, mais on ne peut pas accéder à ce job parce qu'on demandait une expérience préalable. Mais pour avoir cette expérience préalable, il faut que quelqu'un nous donne cette chance de l'avoir. Aujourd'hui, moi je l'ai eu cette chance, c'est-à-dire qu'on m'a fait confiance et on m'a soutenu lors de mon intégration à BMC Capital. Mais il faut savoir que d'autres ne l'ont pas eu cette chance et qu'il faut d'abord donner plus de la part de l'étudiant, mais aussi avoir une certaine tolérance de la part des entreprises. Vous savez aussi que l'entreprise aussi a des exigences, donc avoir des compétences c'est là où employables tout de suite, effectivement, et efficaces. C'est là où je mets l'accent sur le décalage qu'il y a entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un dynamisme économique qui demande énormément de ressources humaines compétentes. L'enseignement supérieur n'est pas adapté à cette demande-ci. C'est-à-dire qu'on ne peut toujours pas fournir assez de lauréats compétents et qualifiés pour les jobs offerts. Donc c'est ce qui explique, selon vous, le fait qu'il y a des entreprises qui ont du mal à trouver des compétences et des besoins bien identifiés pour... Exactement. Moi, je trouve que c'est pas réellement la faute aux jeunes, parce que ces jeunes-ci vont à l'école, vont dans le système de l'enseignement supérieur, mais une fois sur le marché du travail, ils se rendent compte que ce qu'ils ont n'est pas adapté à ce qui est demandé. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut que le système puisse rapprocher ces deux mondes et puisse avoir cette égalité entre... créer des connexions permanentes. Et ce qui ressort parfois, je n'ai pas dit souvent, mais parfois, Majda, c'est le fait qu'il y a un problème de savoir-être et de savoir-vivre dans l'entreprise de la part d'étudiants, de lauréats, donc compétences reconnues. Effectivement, ces jeunes-là sont compétents, mais en termes
de sociabilité dans l'entreprise, en termes de comportement, des fois, il y a des choses qui coincent. Moi, je pense... Du coup, c'est le job de l'école, ça, qui n'a pas été fait? Il y a structure familiale. Oui. Il y a deux parties. Encore une fois, si vous parlez de la structure familiale, ça revient encore une fois à l'école, parce que la structure familiale vient de l'école. C'est-à-dire que la maman ou le papa qui vont éduquer demain l'enfant ont été, encore une fois, éduqués à l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école ne joue pas ce rôle d'ascenseur social, d'abord, et ne joue pas assez le rôle d'éducateur du peuple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut apprendre du civisme à l'école. C'est le rôle de l'école, ça? C'est le rôle de l'école. Pour moi, c'est le rôle de l'école. Enfin, une partie du rôle de l'école, ça serait d'apprendre le b.a.-ba du civisme. Et pour l'autre partie de ma réponse, j'aimerais souligner qu'à l'école, comme je vous l'ai dit, il y a plus de 15 associations. Ces associations-ci nous apprennent les réflexes dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on s'entraîne à petite échelle à demain intégrer le monde de l'entreprise. Si ça pouvait être généralisé sur les autres écoles et facultés, si ce modèle peut être généralisé demain sur les autres écoles, je pense que ça peut aider. Oui, c'est largement modélisable. Souvent, c'est ça en fait qui se passe, c'est qu'il y a des profils pointus, des compétences effectivement reconnues, mais il y a des comportements, attitudes, déficits en matière aussi peut-être de culture générale qui font que ça coince entre le jeune qui a été recruté et puis l'entreprise. Oui, mais je pense encore une fois que l'étudiant doit être conscient de cela, que les théories, enfin tout ce qui est théorique n'est pas l'essentiel dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a cet élément-ci, mais il faut aussi se munir de comportements et de savoir-être. Autre point, autre aspect, je ne vais pas vous faire revenir sur la pseudo-polémique, parce que tout à l'heure on m'a dit il veut me faire parler de la Darija et de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Majda, mais c'est simplement de se dire, voilà, aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'il doit y avoir une ouverture beaucoup plus accrue sur les langues étrangères aussi, pour donner un maximum de chance aussi aux lauréats, aux jeunes étudiants de trouver un job? Voilà. Bien entendu. Est-ce que là, il y a un déficit aussi? Est-ce que vous, par exemple, je vois que vous avez une maîtrise parfaite du français, vous avez une maîtrise parfaite, je suppose, de l'arabe classique, et certainement de l'anglais aussi. Parfaite, peut-être pas, mais maîtrisée en tout cas. Maîtrisée, de l'anglais aussi. Aussi. Voilà, grâce à l'ENCG. Non, je peux dire là encore une fois et c'est là peut-être qui est malheureux, et c'est là peut-être qui n'aide pas les jeunes à intégrer le marché de l'emploi. Il faut savoir qu'un jeune qui va se baser simplement sur ce qu'on étudie à l'école ne va pas pouvoir avoir ce niveau de français. Je veux dire que le français aujourd'hui est élémentaire, ou l'anglais ou d'autres, mais il faut être réaliste, et il faut savoir que le français est élémentaire pour pouvoir travailler. Et c'est malheureux de retrouver des jeunes très compétents, qualifiés, mais qui n'ont pas la langue et qui n'ont pas cette arme aujourd'hui essentielle sur le marché de l'emploi, et ce, à cause de l'école. Mais quand je dis l'école, je ne parle pas seulement de l'ENCG, je parle de vraiment la petite école. Dès la petite enfance, il faut apprendre aux enfants. Dès le préscolaire, pour vous, il faut commencer dès le préscolaire. Dès le préscolaire, il faut avoir... Moi-même, je l'ai eu dès le préscolaire, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une grande partie des étudiants qui sont dans le privé, qui étudient le français et l'arabe dès le préscolaire. Moi, j'ai même étudié l'anglais dès le préscolaire. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut mettre l'accent sur ça, sur les langues étrangères, pour pouvoir s'ouvrir demain sur le dynamisme économique marocain. Donc du coup, si vous regardez un petit peu tout le débat et toute la polémique ou le faux débat sur l'introduction de quelques termes en darija, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous? Moi, franchement, sur ce point, je préfère ne pas prendre position, parce que je trouve que parler lors d'une polémique, c'est pas très constructif, et je préfère laisser ce point à part. Mais en tout cas, pour vous, c'est quoi? C'est quelque chose de toute façon qui n'apporte rien au débat et à la réforme? Non, j'ai jamais dit ça. Non, mais je vous pose la question. Non, j'ai jamais dit que ça n'apportait pas... Vous respectez l'opinion de chacun? Je respecte l'opinion de tout un chacun, effectivement. Donc, même si... Je ne prendrai pas position. Pas position, c'est votre droit le plus absolu d'ailleurs, Majda. Merci. Mais simplement te dire, effectivement, pour vous, les langues étrangères, la maîtrise des langues étrangères, c'est essentiel. Mais en tant que langue apprise ou langue d'enseignement? Parce que très souvent, en fait, c'est assez confus, ça. C'est j'apprends le français ou j'apprends des matières en français? J'apprends l'anglais ou j'apprends des matières en anglais? J'apprends le mandarin ou j'apprends des matières en mandarin? Là, ce que je veux dire, ça n'engage que moi. Moi, je trouve que d'abord, il faut apprendre le français en tant que langue, mais au lycée, quand on nous demande d'enseigner des mathématiques ou de la physique en arabe, et puis une fois arrivé à l'enseignement supérieur, on la retrouve en français, il y a un certain décalage. Pour moi, si dans l'enseignement supérieur, on continue à avoir l'enseignement des matières scientifiques en français ou en langue étrangère, il faut pouvoir les enseigner dès le collège et dès le lycée dans la même langue. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir cette dissonance entre l'enseignement supérieur et l'éducation nationale. Ouais, donc il va y avoir une fusion en fait. Effectivement. Il faut qu'il y ait une certaine continuité, une certaine cohérence dans les langues. Si on étudie ça... Pas de rupture. Exactement, pas de rupture, parce que ça crée une rupture même vis-à-vis des étudiants. Psychologique et mentale avant tout d'ailleurs. On va parler des jeunes de la jeunesse, parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes engagé, parce que vous êtes secrétaire général de l'association TIZI, d'accord? Or, ces jeunes aussi, c'est très souvent, il y a une espèce de conflit intergénérationnel. Oui, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas travailler, oui, les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent à rien. C'est faux, c'est complètement faux. Ouais. Moi, souvent, on entend ce discours-là.
Vous en pensez quoi? Pourquoi Non, moi je pense d'abord pour rebondir sur Tizi, on est une association qui fait de la promotion pour le leadership politique des jeunes, pour en fait participation citoyenne participer, et engagement. exactement, une participation citoyenne, participer à la vie de tous les jours, s'intéresser à la chose publique, ce qui est très important, et puis participer à l'élan de son pays. Chacun à son échelle. On ne demande pas à ce que demain vous soyez membre d'un parti ou autre, mais à son échelle, participer à l'élan de son pays. Maintenant, pour rebondir sur votre question, moi je pense qu'aujourd'hui les jeunes vivent une certaine désillusion et ont un énorme désarroi. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de potentiel qu'il faut exploiter, mais pas les moyens pour les faire émerger. Et aujourd'hui, là je demande à toute la sphère, qu'elle soit politique ou citoyenne, effectivement, de faire confiance à ces jeunes et de rendre, peut-être de crédibiliser l'action des jeunes et puis de leur insuffler un nouveau souffle d'espoir, parce qu'on en a besoin. Quand vous dites insuffler un nouveau souffle d'espoir, c'est comment? C'est-à-dire c'est quoi? D'abord, plus d'espace par la culture, plus effectivement, par le sport, par la culture, par le sport. Des écoles aussi d'excellence en matière de savoir qui seraient complémentaires à l'apprentissage théorique à l'école. C'est ça, en parlant de ça, moi je trouve qu'il est essentiel dans la tête de tout le monde de bien comprendre qu'il n'y a pas une seule intelligence. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis majeure que je suis intelligente. Il n'y a pas une seule forme d'intelligence. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a des intelligences artistiques, des intelligences sportives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un étudiant qui échoue dans l'école parce qu'il subit un décrochage scolaire, ce n'est pas réellement de sa faute parce qu'il faut que l'école puisse lui donner plusieurs options. S'il n'est pas bon dans les matières conventionnelles, on va dire, les matières scientifiques ou de gestion, etc., il peut l'être dans la culture, il peut l'être dans l'art, il peut l'être dans le sport. Et ça fait partie des réformes. En fait. Effectivement, et ça fait partie des réformes parce que je sais qu'il y a une nouvelle filière sportive pour les personnes qui veulent suivre un cursus sportif en parallèle, sport-études, effectivement. Et je trouve que si ça marche, il faudrait aussi le généraliser sur art, peut-être art-études, et avoir ces différentes options ouvertes aux jeunes. Et sur l'esprit, le développement aussi de l'esprit critique. Parce qu'on dit que le chef de l'État a appelé aussi là dans ce sens, c'est avoir des jeunes plus éveillés, plus alertes, plus dynamiques et qui sont en capacité de créer et d'innover aussi. Pour avoir ces jeunes dynamiques, etc., il faut les inviter à des débats. Je veux dire, par là, là, je suis ravie que vous puissiez inviter une jeune aujourd'hui à votre débat. C'est un plaisir pour moi. Merci, c'est partagé. Mais il faut savoir que les jeunes doivent être plébiscités, et là, on voit quelques partis qui commencent à... Mais pas dans le sens de la récupération. C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes soient demandés à participer au débat, à participer à la construction du Maroc de demain, sans pour autant pouvoir récupérer ça dans le cadre d'ambitions politiques. C'est vraiment pour ce qu'on peut apporter, et je sais qu'on peut apporter énormément de choses au Maroc de demain. Et au niveau de l'association Tizi, dont vous êtes secrétaire général, vous faites quoi concrètement? Est-ce que déjà vous avez du temps? Parce que je rappelle que vous travaillez, vous avez, vous avez trouvé le temps nécessaire pour vous engager dans une association. Ça fait 3 ans que je suis engagée dans cette association-ci. Pour être sincère, le métier de banque d'affaires est un métier qui est très prenant. Donc, stressant aussi, non? Ça va, c'est gérable. Vous gérez aussi le stress, ça? C'est gérable. Mais c'est un métier très prenant, et je veux dire par là que ça nous laisse très peu de temps à l'engagement associatif, mais il le faut. Il faut que tous les jeunes soient engagés. Pour vous, c'est important cet engagement associatif? Pour moi, c'est très important. C'est très important. L'engagement en général, qu'il soit associatif, familial, professionnel, il faut pouvoir s'engager, se dévouer à une cause, et puis à vous de choisir la cause. Ça veut dire que je n'impose pas à un jeune, je lui dis, viens, tu dois faire de l'associatif ou du caritatif, ou tu dois être artiste. Non, tu dois t'engager à ta manière. Si pour toi, c'est s'engager dans la culture, vas-y. Moi, l'important, c'est réellement d'exploiter son potentiel et de catalyser un peu les talents. Et ceux qui s'engagent sur les réseaux sociaux, à adhérer ou à créer des hashtags, il y a une dynamique aussi sur les réseaux sociaux. Il y a une transition. C'est une forme d'engagement pour vous aussi? Pour moi, il y a une transition générationnelle qu'il faut noter. C'est-à-dire que si pour vous, le hashtag n'est pas parlant, n'est pas réellement parlant, pour nous, peut-être que c'est différent. C'est-à-dire qu'on a mouvé, il y a une certaine mouvance, et il faut peut-être pour vous, quand je dis pour vous, c'est pour les personnes, pour ceux qui ne font pas partie de peut-être cette jeunesse. Pour les vieux, quoi. J'ai pas dit ça. on va plutôt parler d'alumni. J'ai un ami qui va se reconnaître. On va plutôt parler d'alumni. Non, mais pour moi, c'est important de ne pas pointer du doigt ces jeunes-ci et de comprendre les nouveaux réflexes de cette jeunesse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des réflexes qui ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire que peut-être que pour vous, c'était le livre, etc. Nous, on est beaucoup plus axé digital, et il faut le comprendre parce qu'aujourd'hui, on est une génération hyper connectée, et le hashtag est un moyen d'expression. C'est-à-dire que si pour vous, c'était autre chose, nous, les journaux ou autres, pour nous, c'est très important, et c'est un moyen de libérer un peu ce qu'on pense, et aussi c'est un espace de liberté. C'est-à-dire que cet espace-ci, on se sent libre, on se sent capable d'exprimer nos opinions sans pour autant être jugé.
Je dis ça parce qu'il y a eu beaucoup de... Mais très responsable, il faut le faire d'une manière responsable. Et là, encore une fois, c'est-à-dire que je n'encourage pas les jeunes à mettre des hashtags à tout, d'une manière irresponsable. Le hashtag, c'était au mois de juin dernier. Hashtag franchement, là, c'est pas de l'expression. Là, vous m'avez lancé sur un sujet sans fin, mais je veux dire que le hashtag Konorajel, bien sûr que je ne soutiens absolument pas cet hashtag, que je trouve d'une médiocrité sans fin. Je veux dire que non, c'est là où je parle de responsabilité. Ça veut dire que quand vous dites des hashtags, quand vous faites une expression, ça doit réellement être dans la responsabilité et dans le respect des autres, et non pas des hashtags qui prônent à la haine ou qui soutiennent... Non, le plus récent d'ailleurs, c'est celui qui demandait à ce que les médias et les radios essentiellement arrêtent de diffuser les chansons de Saad Mjarrad par rapport à ces démêlés judiciaires. Moi, je pense que c'est un hashtag responsable ou pas, ça? Moi, je pense que quand une affaire est toujours en justice, il ne faut pas en parler. C'est pour ça que dans l'affaire Saad Mjarrad, je ne me prononcerai pas parce qu'elle est toujours... Non, mais juste par rapport au hashtag, est-ce que c'est aussi un moyen d'expression et de dire, voilà un petit peu ce que je pense c'est là où je réponds à votre question. Il ne doit pas y avoir d'hashtag tant que l'affaire n'est pas résolue. Pour moi, c'est à la justice de faire son travail et qu'il faut arrêter de faire cet acharnement médiatique. Acharnement dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juger tant que la justice n'a pas donné son fin mot. Dernière petite question. Allez-y. Vous avez 23 ans? Oui. Vous êtes éligible pour aller faire votre service militaire? Oui, effectivement, je suis éligible. Mais je n'ai toujours pas lu la loi complète. J'ai lu le projet de loi. Donc je ne sais pas. En fait, c'est-à-dire qu'il va être, il va être adopté en octobre, exactement. Il va être pour être effectif qu'à partir du deuxième semestre 2019. Ça fait toujours de moi une personne éligible et ça ne me dérange pas dans le sens où si réellement je suis éligible sous toutes les conditions, je ne sais pas si les personnes qui travaillent le sont ou pas, on verra la loi. Donc une fois que la loi sera sortie et qu'on pourra lire toutes les conditions de cette loi-ci, si c'est le cas, je m'y adonnerai avec joie. Ça, c'est Majda qui a le sens de l'engagement et du patriotisme. Je l'espère. Majda, en tout cas, merci beaucoup à vous. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'était un plaisir partagé. De vous avoir reçu aujourd'hui. Je rappelle que vous avez été major de promotion à l'École nationale de commerce et de gestion de STAT, le NCG, en finance. Que vous êtes secrétaire général de l'association TISI, mais que vous étiez là essentiellement aujourd'hui, parce que vous faites partie de ces 12 étudiants dont l'excellence du parcours a été saluée. Et c'est une fierté. Par le plus haut sommet de l'État et par le chef de l'État. Merci à vous. Merci. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous. Au revoir.